Eh bien, bonjour à tous. Merci d'assister à cette conférence d'actualité dans le cadre de la pandémie Covid, GRISOF, SPLF, EFP et AUF. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Gérard Durand, euh, qui est pneumologue, c'est sa plus grande qualité, et qui est ancien attaché du service d'imagerie thoracique à l'hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier, célèbre CHU et célèbre faculté de médecine, et qui est également membre du Club Thorax. Alors, Gérard Durand va nous traiter aujourd'hui de l'imagerie thoracique à l'heure de l'infection Covid-19 à partir de cas radiocliniques. Autrement dit, ce sera une conférence très pratique à partir de cas cliniques. Et vous voyez apparaître déjà la première diapositive, l'imagerie thoracique à l'heure de l'infection Covid-19. Il n'y a pas que le Covid dans la vie, et c'est vrai qu'il ne faut pas tout attribuer au Covid. Gérard, nous sommes ravis de t'accueillir et merci encore d'être là. Nous te laissons la parole. Merci Étienne de me laisser la parole. Donc bonjour à tout le monde. Donc on va faire un petit peu ce qui est mon dada, c'est-à-dire l'imagerie thoracique. Pendant 30 ans, j'ai été attaché dans le service de Jean-Paul Sénac. Et puis j'ai surtout la chance d'avoir été admis dans le Club Thorax, qui est un club de radiologues universitaires où l'on se présente des cas tous les 2 mois à Paris. Alors, vous voyez apparaître quelques noms. Ce sont des amis parce que dans le Club Thorax, nous partageons tous les dossiers. Ce qui appartient à le cas de l'un, l'autre peut s'en servir. Et c'est vraiment une des spécificités de ce club. Donc, j'ai mis, il n'y a pas que la Covid dans la vie. Et vous allez voir, le topo d'aujourd'hui, il y aura peu de Covid, pour ne pas dire quasiment pas. Parce que nous avons été pendant 2 ans vraiment très branchés sur l'infection Covid et peut-être au détriment de beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, ça commence comme l'autre fois, non? Alors, donc la dernière fois, malheureusement, nous sommes tombés en panne et donc là, nous reprenons aujourd'hui. Alors voilà le cas numéro 1, c'est celui d'un homme de 78 ans, obèse avec un IMC à 30. Il a des antécédents de tabagisme à 48 paquets années, donc assez important, d'une cardiopathie ischémique, d'une insuffisance rénale chronique. Il est admis dans le service de rhumatologie pour des douleurs rhumatismales invalidantes avec une asthénie depuis environ 2 mois. Le patient n'avait pas d'autres symptômes, n'avait pas de médicaments particuliers et les analyses sanguines n'ont mis en évidence aucun signe d'infection ou d'inflammation. Il n'y avait pas d'anémie, les leucocytes étaient normaux, une petite lymphopénie légère. Un diagnostic de polymyalgie rhumatismale a été évoqué par nos confrères rhumatologues et dont le patient a subi une TEP pour essayer de trouver les divers sites de l'atteinte articulaire. On a vu qu'il y avait une atteinte des épaules et du carpe gauche, et sur cette TEP, on est tombé sur une opacité en verre dépoli de la lingula avec un métabolisme significatif à 5,4. Voilà sa TEP, vous voyez l'image, c'est donc, ça n'est pas un nodule puisque ça mesure plus de 3 cm, c'est une masse paracardiaque hyperfixante à la TEP. On a fait un scanner de contrôle qui montre cette masse d'environ 4 cm avec une zone centrale plus dense, donc ça n'est pas un nodule en verre dépoli pur, mais c'est un nodule mixte ou un nodule partiellement solide. La lésion est totalement isolée, il n'y a rien ailleurs. On voit bien que dans les coupes sous-jacentes,
vous avez un bronchogramme aérique. Voilà un MIP. On voit, on observe bien cette image. Voilà, je vous donne 4 propositions. Est-ce qu'on fait une biopsie sous endoscopie? Est-ce qu'on va à la ponction transthoracique? Est-ce qu'on fait une chirurgie directe, vu la taille de la lésion, ou est-ce qu'on attend et on recontrôle? Je vous laisse réfléchir et puis vous allez nous donner votre façon de voir la chose. Oui. Si je puis me permettre, ça n'est pas une image en verre dépoli pur. Absolument. Donc, si c'était du verre dépoli pur, on pourrait se contenter de contrôler, de surveiller cette opacité. Ça n'est pas le cas. Donc, ça renvoie aux autres méthodes. Absolument. La chirurgie, si on prend à l'autre extrémité, la chirurgie, ça paraît un peu sévère d'emblée. Il y a un bronchogramme à l'intérieur. Moi, je ferai probablement une endoscopie pour commencer. D'accord. Alors, la Fleischner Society a fait des propositions en parlant de ces nodules en verre dépoli pur ou des nodules mixtes. Donc, s'ils ont une taille inférieure à 6 mm, qu'ils soient en verre dépoli pur ou mixte, on ne fait rien. On verra que cette notion est assez discutable. Je vous montrerai un exemple où c'est quand même très discutable. Si le verre dépoli est supérieur à 6 mm, eh bien on dit qu'à l'heure actuelle, on fait un scanner à 1 an, puis à 3 ans, puis à 5 ans. Et puis si ça ne bouge pas, au bout de 5 ans, on est ennuyé parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. S'il y a du verre dépoli, plus une condensation parenchymateuse, il faut être beaucoup plus prudent, comme disait Étienne, on le verra. Et donc, on propose de faire un scanner à 3 mois, puis une fois par an pendant 5 ans. Et enfin, si la densification est supérieure à 6 mm, on fait un scanner à 3 mois, et puis on fait une RCP. Et si l'image persiste, on a tendance à être quand même beaucoup plus agressif, à aller faire une exploration, soit par endoscopie, si on a une bronche, comme dans le cas présent, qui rentre dans la lésion, ou par ponction percutanée. Donc, c'était ce qui avait été un peu pressenti. Les hypothèses diagnostiques, on est bien d'accord. Vous avez essentiellement, avant toute chose, l'adénocarcinome, qu'il soit in situ ou minimalement invasif. On a la pneumonie organisée, mais habituellement, c'est multiple, ça change de territoire. On a quelques cas de lymphome, effectivement, une infection ou autre. Bien, vous avez vu cette masse isolée qui fixait la tête. Alors, j'essaie de la faire avancer. 4 jours plus tard, l'état du patient s'est considérablement aggravé et il va en réanimation pour une ventilation. Vous voyez les bilans biologiques, il y a un syndrome inflammatoire, s'installe une insuffisance rénale aiguë et une lymphopénie. Il a un scanner. Et vous avez donc une atteinte en verre dépoli majeure qui, dans le cas clinique, dans le cas actuel, est supérieure à 75%. La lésion initiale, la lésion ensuite. Vous voyez que c'est supérieur à 75%. Dans le contexte actuel, vous avez tout de suite le diagnostic. Regardez cette atteinte absolument incroyable, alors qu'on est parti d'un nodule, d'une masse, puisque ça fait plus de 3 cm. En 4 jours, on est arrivé à un tableau d'infection avec une atteinte supérieure à 70%.
bien évidemment, c'était une infection Covid-19. Alors, ce cas est assez extraordinaire. Il est assez extraordinaire parce que la lésion initiale, toutes les lésions Covid qu'on a vues, moi, je n'ai pas vu une atteinte Covid avec un seul territoire atteint de type nodule ou masse. Donc, pour compléter cette observation, il y a des formes atypiques de l'infection Covid. Ça, c'est fondamental. Et il faut qu'on les connaisse, bien évidemment. Pardon. Il y a des formes atypiques. La première, ce sont des patients asymptomatiques. Ça, c'est absolument incroyable. Vous savez, l'étude qui a été faite sur le Diamond Princess, les gens qui ont été bloqués au large du Japon, eh bien, dans cette étude, chez les patients asymptomatiques, 1 sur 2 avait des opacités pulmonaires chez des patients qui n'avaient aucun symptôme. Donc, la première conséquence que l'on peut signaler, on peut avoir des formes d'infection Covid parenchymateuse pulmonaire totalement asymptomatiques. Deuxième élément, il existe des formes atypiques par rapport à l'atteinte classique. Vous savez que l'atteinte classique, c'est une atteinte qui est multifocale, qui est du verre dépoli sous-pleural, plutôt basal, mais qui en tout cas touche plusieurs lobes. Eh bien, il y a des formes unilatérales. Ces clichés de cette forme unilatérale, c'est Mathieu Lederlin de Rennes qui nous les a montrés. Infection Covid unilatérale. Également, autre cause tout à fait étonnante, ce sont des formes proximales péribronchovasculaires. Vous voyez tout à fait que c'est tout autour de l'axe bronchique. Enfin, dernier élément, il y a des formes plutôt nodulaires. Les zones en verre dépoli sont des zones en motte, des petites mottes, et donc on a des formes nodulaires. Donc cette observation, elle doit nous rappeler qu'il y a des formes Covid, de l'infection Covid, très atypiques, qu'elles soient unilatérales, qu'elles soient proximales, centrales, péribronchovasculaires, qu'elles soient nodulaires, et puis parfois qu'elles soient totalement asymptomatiques. Autre évolution tout à fait surprenante tirée de la littérature, c'est dans la résolution de la pneumopathie Covid, c'est l'apparition d'ossifications que l'on voit parfaitement bien sur ces coupes en minimite. Voilà, on a des ossifications en lieu et place de l'infection Covid. Probablement parce qu'il y a eu un saignement à cet endroit-là. Probablement. C'est un peu le même aspect que l'on a avec les varicelles contractées à l'âge adulte qui donnent des calcifications tout à fait variables dans les parenchymes pulmonaires. Est-ce qu'il y a des questions? Ou on continue tranquillement? Concernant sa contamination, on n'a pas idée du délai entre son hospitalisation et le moment Non. Alors, on sait tout à fait, et tu le sais, que les 3 à 4 premiers jours de l'infection Covid, le scanner peut être totalement normal dans les 3 à 4 premiers jours. Et pour ce patient, on ne sait pas. Mais par contre, j'ai plus tout à fait en tête, mais ces signes, ces myalgies, elles remontaient à plusieurs jours déjà. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, ça fait 2 mois que ça dure. Ça faisait un Ça mois. faisait 2 mois que ça durait. 2 mois. Ça, c'est autre chose. Ah, donc c'est autre chose. OK, d'accord. Totalement. C'était indépendant de la maladie. OK. Tu vois, ça faisait 2 mois qu'il avait les symptômes, les douleurs invalidantes et rhumatismales. Mais c'est un cas assez étonnant, hein, d'une forme localisée dans un site. Donc, ça veut dire en clair que lorsque l'épidémie va se tasser, et si ça devient une maladie
comment dire, annuelle, hivernale, eh bien, dans les étiologies du nodule en verre dépoli, il faudra se souvenir que la COVID peut donner une image en verre dépoli, alors que habituellement on cherchait d'autres causes comme celles que j'ai mis à l'écran. Mais donc, ça nous fera réfléchir dans l'avenir si on a, parce que là, ça a évolué de façon dramatique. OK, alors, on va continuer. Donc, ça, dans cette première observation, il y a cette première notion d'un nodule isolé qui peut témoigner de l'infection virale Covid. Cette séquelle, bon, moi je l'ai tirée de la littérature, je ne l'ai pas vue jusqu'à présent. Je veux juste faire un tout petit aparté sur les nodules en verre dépoli. Donc, le nodule, ça c'est entre 3 et 30 mm. En deçà, on va parler d'un micronodule. Au-delà, on parle d'une masse. Ça, une notion de sémantique. Le verre dépoli, tout le monde le sait, c'est une densité peu élevée qui n'efface pas les vaisseaux qui sont au milieu. Ça répond à une définition bien précise. Et on dit que soit il est homogène quand c'est pur, et puis c'est partiellement solide ou mixte quand il y a un cœur, une zone centrale de tissulaire. La problématique, comme tu l'as dit, c'est la malignité. Et la malignité, on ne l'a pas tellement pour le verre dépoli pur, on l'a essentiellement pour le verre dépoli qui est partiellement solide. C'est celui-là dont il faut se méfier avant toute chose, bien évidemment. Petite notion pour les pneumologues qui vont surveiller ces patients. Lorsqu'on surveille les patients, ça c'est une notion fondamentale, cette image, pardon. C'est une notion fondamentale. Lorsque l'on suit à 6 mois ou à 1 an des nodules, il faut se méfier. Lorsqu'on prend le dernier scanner, il ne faut pas le comparer au précédent. Jamais. Il faut toujours le comparer au premier scanner qui nous a orientés. Pourquoi? Parce qu'une très discrète augmentation de volume peut passer inaperçue. La suivante également, et à la fin, on se retrouve avec une augmentation significative. Donc, ce point pratique pour nous, pneumologues, lorsqu'on suit, mais c'est valable pour tous les nodules, quand on le compare aux anciens scanners, il faut le comparer avec le premier scanner, mais pas avec le précédent. On ne voit pas ces enfants grandir. Pardon. Alors je disais, on ne voit pas ces enfants grandir. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Juste, les nodules en verre dépoli, vous le savez, ont un temps de doublement excessivement lent. Excessivement lent. L'étude d'Asagawa avait montré que le verre dépoli pur, c'est 800 jours. Donc nous sommes tranquilles. Il n'y a pas le feu chez ces patients. Quand on dit, il faut leur expliquer, vous avez la lésion qui est possiblement ennuyeuse, on va faire un scanner dans 1 an, il faut vraiment leur expliquer. Temps de doublement à 800 jours. Celui qui est partiellement solide, c'est 400 jours. Un solide, c'est 149 jours. Ça veut dire en clair, en conséquence, que le dogme des 2 ans que l'on avait pour le nodule solide ne s'applique pas au nodule en verre dépoli. Ça, c'est fondamental pour les cliniciens, ne pas attendre, ne pas se dire le nodule dans les 2 ans, il a disparu, il persiste, il est bénin. Non, 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 pas pour le nodule en verre dépoli. On voit bien que le temps de doublement est de 800 jours, ça fait 2 ans et demi. Donc, dans ces nodules, moi je dis, c'est ce qui compte, ce n'est pas le temps de doublement, c'est le temps de disparition. Est-ce que l'image disparaît? Non, pas c'est est-ce que l'image double? Non, c'est est-ce que l'image a disparu? Si elle ne disparaît pas, il faut s'en occuper. Alors, bien évidemment, dans nombre de cas, cette image va régresser.
Et pourtant, l'image de gauche est une image qui était relativement suspecte. Eh bien, il y a des éléments prédictifs sur un article Radiology en 2010 qui montre que le nodule mixte d'emblée avec une large zone solide au milieu est plutôt de bons pronostics. Les contours mal limités, un sujet jeune avec une éosinophilie sérique, eh bien, tout ça sont des éléments plutôt prédictifs de régression. Donc, si il n'y a jamais une extrême urgence à aller d'emblée ponctionner un patient comme ça. On peut attendre 3 mois et voir l'évolution de ce type de nodule. Les étiologies, on les passe rapidement. Les causes bénignes, bien évidemment, hein, les foyers de fibrose localisée, la pneumonie organisée, tout ça, tout le monde le sait, hein. Il n'y a pas de souci. Ce qui est plus important, c'est le cursus, le continuum sur le plan malin, puisque tout part d'une hyperplasie adénomateuse atypique, mais qui, elle, habituellement, est aux alentours de 5 mm, hein, jamais au-delà de 10, hein, jamais. Parfois entre 5 et 10, mais jamais dans le 10. Ça évolue vers l'adénocarcinome in situ. Ça devient invasif dans la partie centrale du verre dépoli. Et puis, on arrive à l'adénocarcinome. Ce continuum, tout le monde le connaît, bien évidemment, hein. Et on voit bien qu'on part de l'hyperplasie, l'in situ, le minimalement invasif et l'adénocarcinome. Et puis, on est du nodule en verre dépoli pur. Et plus on avance, plus va apparaître une petite part solide. Parfois même, il y a un petit envahissement chez certains adénocarcinomes. On ne voit pas un scanner de part solide et pourtant déjà l'ANAPAT nous dit que dans la région centrale, il y a déjà un tout petit envahissement, ça n'est plus des membranes basales, on n'est plus à l'in situ et on est déjà dans une forme plutôt invasive et avec une taille qui bien évidemment se majore. Voilà, je voulais finir pour ce type de nodule avec ce papier et les propositions de la Fleischner Society qui ont dit que les nodules en delà de 6 mm en verre dépoli, on ne s'en occupe pas. Très bien, mais 10% des verres dépolis, donc petits, seront évolutifs. Et une infime part va donner un carcinome invasif. Je vais vous montrer l'observation suivante qui a été dramatique, parce que ça s'est fini un an après, avec une extension métastatique majeure dans le poumon. C'était un patient suisse qui était suivi par les oncologues pour un sarcome de l'épaule. Et à ce titre, il faisait un scanner annuellement. Donc, vous voyez, on a une toute petite zone en verre dépoli de 4 à 5 mm avec une zone centrale qui pourrait être un vaisseau. 2007, 2008, 2009 et ça c'était au mois de… Les 3 premiers c'était en décembre et là donc un an après il vient en janvier 2011. Ça a été enlevé adénocarcinome. Et cette lésion infime, toute petite, un an après, a malheureusement très mal fini avec un processus métastatique, comme on le voit parfois dans les adénocarcinomes, où ça touche toutes les côtes, toutes les vertèbres. En fait, ça s'est fini de façon dramatique. Voilà donc, pour cette première observation, l'histoire du nodule en verre dépoli ou du nodule partiellement solide, et ensuite des formes exceptionnelles de Covid. Avant de passer à l'observation suivante, s'il y a des questions, on peut discuter. Ou on passe à la suivante, on avance. On avance? On avance, Gérard. D'accord.
Alors, le cas numéro 2, c'est une patiente que j'ai vue pour une expertise parce que, bon, comme je suis médecin agréé, on me demande de faire des expertises pour Covid professionnel. Donc, c'est un agent de service hospitalier de 55 ans de l'hôpital de Carcassonne qui a été cas contact et qui, donc, cas contact, a eu une PCR positive. Elle a une forme tout à fait bénigne d'infection Covid avec une simple asthénie, une toux, une petite dyspnée. Et puis, elle a gardé, son infection était au mois de mars-avril et elle a gardé une toux par hyperréactivité pendant tout l'été. Et je la vois, je l'ai vue en septembre pour cette histoire de Covid. Voilà. Et elle a fait le scanner avant de venir me voir pour voir un petit peu comment ça allait. Alors, donc, vous avez tous vu qu'il existe une masse de densité tissulaire un petit peu inhomogène. On voit bien qu'il y a des zones à l'intérieur probablement beaucoup plus hypodenses. Les limites sont relativement floues. Il y a un tout petit peu de verre dépoli autour. C'est dans la gouttière costo-vertébrale. C'est au contact de l'aorte thoracique descendante. Ce cas, il est très simple. La patiente, vous allez tous faire le diagnostic, la patiente est arrivée en me disant, voilà, ce matin, j'ai fait une TEP, j'ai un rendez-vous de fibroscopie, mon pneumologue ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc, ma question est la suivante. Que fait-on? Fait-on une fibroscopie? Fait-on une TEP? Fait-on une ponction sous scanner? Ou autre chose? Si, Oui. pardon. Non, dans ce cas Vas-y, présent, vas-y. je serais très tenté de commencer par une fibroscopie. Ça me paraît peut-être le plus simple. D'accord. Alors, encore plus simple du point de vue du radiologue. Mhm. On l'injecte. Je pense que la première des choses devant une Oui. lésion tissulaire, c'est d'avoir, ça paraît simple, mais c'est d'avoir une injection. On a injecté. Ah, Ça commence à devenir intéressant. oui. Donc, cette injection montre l'aorte thoracique descendante Hmm. et un petit vaisseau qui part de l'aorte thoracique descendante. Si on se met en coupe frontale, on voit ce vaisseau. Hmm. On est bien d'accord? Qui rentre dans la masse. On voit que dans la masse, il y a des images vasculaires, probablement des vaisseaux. On voit bien qu'il y a quelque chose. Et on retrouve une veine pulmonaire inférieure gauche qui est un peu grosse. Donc, j'ai dit injecter, oui, mais encore. C'est de la sauce de radiologue, mais tout pneumologue peut le faire. La preuve, c'est que je l'ai fait. Donc, tout pneumologue peut le faire. À ce moment-là, on va faire du MIP. Le MIP, c'est on fait des coupes qui représentent en fait un empilage de zones avec des pixels équivalents et des pixels de haute densité. Ça, c'est le MIP. Il y a le mini-MIP qui est plutôt pour voir le parenchyme ou l'arbre aérien, où on empile et on fait ça pour voir l'arbre aérien et le parenchyme. Donc, comme c'est opaque, on fait du MIP. Et là,
miracle des miracles, on va donner le diagnostic à la patiente. On lui donne le diagnostic. Et on voit d'un visage qui était particulièrement inquiet, on voit un large sourire qui arrive brutalement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc le vaisseau qui part de l'aorte, qui est dans la masse et qui vient dans la veine pulmonaire inférieure gauche. Diagnostic, séquestration intralobaire. C'est le diagnostic de la séquestration. On voit quand on voit la coupe non MIP, on voit que lorsqu'on fait un MIC un petit peu, on étire les vaisseaux, on voit les vaisseaux, et puis après, on voit tout à fait les vaisseaux up qui sont dans la masse et qui repartent dans la veine. Et donc, on a le diagnostic d'une séquestration intralobaire. Ce qui est absolument incroyable, c'est que cette patiente, je crois qu'elle avait 55 ans, elle a été asymptomatique et elle l'est toujours jusqu'à ce qu'elle fasse, on a découvert sa maladie à l'occasion du scanner. Donc, juste un petit mot pour les séquestrations. Donc, la séquestration, c'est une masse bronchopulmonaire qui est vascularisée par un vaisseau systémique anormal. Le territoire pulmonaire, il n'est pas fonctionnel, il est séparé du parenchyme normal et vascularisé par une ou plusieurs artères aberrantes, c'est 5%, et puis c'est intra ou extra en fonction des rapports avec la plèvre. L'intralobaire, le parenchyme est inclus dans le parenchyme anormal est inclus dans le parenchyme pulmonaire, ils partagent la même plèvre. La vascularisation artérielle provient de l'aorte thoracique descendante ou abdominale, mais surtout de la thoracique descendante. Ce qui est important, c'est que le retour veineux se fait dans une veine pulmonaire qui, elle, est normale. Ça touche essentiellement le lobe inférieur gauche et parfois, on peut se faire avoir si on ne fait pas un cliché de profil même. Et habituellement, c'est assez parlant. L'intralobaire, c'est plutôt parlant. On a des infections habituellement, voire des hémoptysies. Et cette patiente n'avait aucun symptôme dans le cas présent. Donc, le petit message, c'est faire une masse. Bien évidemment, il faut injecter. Et lorsqu'on injecte, et lorsqu'on a le moindre doute, ne pas hésiter à faire du MIP qui va permettre parfois de voir. Alors, tout ça est accessible à tous les pneumologues. Moi, je le fais avec mon Mac devant le patient. Je l'ai fait devant elle. Pendant le temps de la consultation, j'ai fait ça. Il existe un programme. On peut partir dans tous les sens. On peut parler de tout. Étienne, il n'y a pas de souci. Non, bien sûr. Aucun souci. Nous, pneumologues, on a la chance d'avoir un système qui s'appelle HOROS, H-O-R-O-S, qui est l'ancien Osirix, qui nous permet de faire de l'imagerie de qualité à partir du CD-ROM que les radiologues nous donnent. On peut faire cette imagerie de qualité. Et donc, c'est toujours important pour le pneumologue de pouvoir, s'il connaît un peu le scanner, de faire une imagerie de qualité grâce à ce programme qui est, je dois le dire, en plus, totalement gratuit, puisque ce sont les anciens ingénieurs de Osirix qui sont partis parce que Osirix faisait à la fin payer en enlevant le plus de fonctionnalités. Alors qu'avec le système HOROS, on fait du MIP, du MIN, de l'endoscopie virtuelle, on fait ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Je ferme la parenthèse. Voici une autre patiente typique. On voit bien que tout ce qui est dans le ventricule gauche, mais tous les pneumologues le savent, tout ce qui est caché derrière la masse cardiaque, eh bien, peut être difficile à voir. Et on voit bien que dans le cas présent, on a cette masse qui est derrière et sur le profil, on a une zone un petit peu
un peu plus dense que le parenchyme pulmonaire anormal. L'atteinte, l'aspect est un peu variable, polymorphe, hein, la séquestration, on en voit de temps en temps. Je veux juste, parfois ça s'associe à un cimetière, mais juste, je vais vous donner, voilà, le distinguo entre, on a vu ce qui caractérise l'intralobaire, et en fait, le distinguo, c'est que l'intralobaire n'a pas d'enveloppe pleurale pure, l'extralobaire a une enveloppe pleurale, les deux sont à gauche, l'apport artériel dans l'intralobaire, il vient toujours de l'aorte, qu'elle soit suphrénique ou sous-phrénique, tandis que dans l'extralobaire, il peut venir de l'aorte, voire de l'artère pulmonaire. Donc, on voit bien qu'il y a à ce moment-là un problème de vascularisation qui est plus important, bien sûr. Le retour veineux dans l'intralobaire, il se fait dans la veine pulmonaire inférieure, alors que dans l'extralobaire, eh bien, il se fait dans la zygos, dans les myazygos, dans la veine cave. Et les malformations associées, on a souvent des complexes malformatifs. Eh bien, c'est peu fréquent dans l'intralobaire et c'est fréquent dans l'extralobaire. Notre patiente, on lui a les shunts, bien évidemment, ça fonction du drainage de la lésion. Alors, je crois savoir qu'il ne lui a rien été proposé. Comme je l'ai vu en expertise, je ne peux pas m'occuper d'elle. Je l'ai vu juste en expertise, donc, mais je crois savoir qu'on ne lui a rien proposé. Voilà pour ce cas vu à l'occasion, et elle n'avait pas de Covid professionnel parce qu'elle n'avait pas… Alors le Covid, on peut en dire un mot, le Covid professionnel, il faut qu'il y ait d'une part une profession qui expose à une contamination et qu'il y ait eu une véritable contamination, c'est-à-dire un petit cluster ou des patients qui étaient Covid. Il faut que l'infection Covid soit absolument certaine, donc il faut une PCR et il faut une forme sévère, c'est-à-dire avec des saturations prouvées et éventuellement aspect scanographique. Alors, c'est un peu ambigu parce qu'on a quand même beaucoup de patients qui ont une symptomatologie de Covid long qui persiste et ces patients-là ne sont pas reconnus comme Covid, maladie professionnelle. Donc voilà, c'est un peu ambigu. Mais sur le plan respiratoire, en tout cas, voilà ce qu'on nous demande. S'il n'y a pas de questions particulières, on passe au cas suivant. Tu as des questions, Étienne? Il y a des questions? Alors, il y a une question concernant les séquestrations pulmonaires. Oui. Quelqu'un demande, les séquestrations pulmonaires relèvent-elles toutes d'une ablation chirurgicale, même quand elles sont asymptomatiques et de découverte fortuite? Tu as déjà répondu. Oui, voilà. S'il n'y a rien, on peut attendre, mais c'est exceptionnel que dans une intralobaire qui n'a pas d'enveloppe propre, c'est exceptionnel qu'il n'y ait pas de symptômes. Habituellement, ce sont des gens qui font des infections ou qui ont des hémoptysies. C'est le tableau le plus habituel. Voilà. Mais là, dans le cas présent, il n'y a rien. Alors, je vais maintenant vous montrer ce cas que Yves et toi connaissez pour l'avoir vu à… Où c'est qu'on l'avait vu? En Crète. Pour l'avoir vu en Crète. Donc, pareil, reconnaissance pour infection Covid. Toujours pareil, une femme, le même cluster que la précédente, donc agent de service, la cinquantaine. Elle a un antécédent de néoplasie mammaire, une infection Covid 6 mois auparavant, et puis traitée au domicile. Et puis, donc, elle vient pour reconnaissance du Covid avec, sur le compte rendu du scanner, image de Covid résiduelle
et peut-être active. Donc, je laisse les participants, je vois qu'ils ne sont pas nombreux, les participants regarder ce cas. Alors, qu'en pensez-vous et que faire? Bien. Eh bien, ça, bien évidemment, ça n'est pas une lésion de Covid. C'est une lésion d'irradiation pour néoplasie mammaire. L'irradiation pour néoplasie mammaire est double, c'est l'écreux susclaviculaire et une irradiation tangentielle à la glande mammaire qui entraîne souvent des petites opacités sous-pleurales, réticulées, que l'on a soit dans le lobe moyen, soit dans la lingula. C'est très classique. Et puis, en bas, ce qui avait été dit, peut-être c'est de l'infection Covid. On voit bien qu'il y a un peu de verre dépoli. Tout le monde connaît maintenant cette image. C'est le poids du poumon qui tasse le parenchyme dans les régions les plus déclives. Et donc, ça s'appelle la redistribution positionnelle. Ça explique une chose, et ça explique que pour se dédouaner de ce problème-là, notamment chez les sujets dans l'amiante, on fait un scanner en procubitus, puisque les lésions d'asbestose vont débuter dans les gouttières costo-vertébrales. Pour se dédouaner de la mauvaise visibilité ou d'un faux diagnostic, on fait d'emblée le scanner en procubitus chez ces patients. Très bien. Alors, c'était le cas numéro 3. Je vous mets 3, parce qu'il y a plusieurs cas qui vont se rapporter un petit peu à ce cas. Ça, c'est une patiente de 64 ans qui a eu, il y a très longtemps, une néoplasie mammaire droite traitée par chirurgie conservatrice puis radiothérapie. C'est une Anglaise très sympa. Elle est suivie, ce n'était pas moi qui la suivais, elle était suivie, elle allait bien, jusqu'en 2014. Et en 2014, sur le cliché, on trouve une diminution de transparence du sommet gauche, confirmée par un scanner et stable en 2014 et 2015. Voilà son scanner. Tout le monde est d'accord pour dire que nous avons une zone en verre dépoli qui est dans le lobe supérieur gauche. Je rappelle que la lésion du sein était à droite. Voilà, avec une zone un petit peu plus petite, un tout petit peu plus bas. Est-ce que ça peut être une pneumonie ou une fibrose post-radique? On est bien d'accord tous pour dire que ça n'est pas possible, puisque la pneumonie radique survient dans les semaines ou les mois, voire dans l'année après une radiothérapie, et la fibrose post-radique apparaît plusieurs mois après, et puis ça n'a pas l'aspect d'une atteinte, donc c'est trop tardif, c'est contralatéral, ça n'est pas jouable. Est-ce que ça peut être ce qui était le diagnostic qui avait été donné à la patiente, c'est-à-dire d'une pneumonie organisée post-radique? Alors, on sait que la pneumonie post-radique, d'abord, elle survient plusieurs mois après, et puis surtout, l'image est très caractéristique. C'est une image qui se modifie, qui change de territoire, qui parfois donne des images en halo très qu'on pensait spécifiques, mais qui n'est pas spécifique à l'heure actuelle. Et donc, ça n'était pas une pneumonie organisée post-radique. Qu'est-ce qui nous reste?
Eh bien, le diagnostic, la fibroscopie n'a pas été contributive. La fibroscopie n'a pas été contributive du tout. Par contre, la ponction transthoracique a retrouvé des foyers d'hyperplasie adénomateuse, qui est la lésion précancéreuse de l'adénocarcinome. Et donc, j'ai fait faire une lobectomie supérieure gauche qui a confirmé un adénocarcinome chez cette patiente. Pas de fixation à la tête. Mais c'était essentiellement du verre dépoli, non? Ça n'était que du verre dépoli. Oui. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que dans certains cas, l'adénocarcinome, c'est-à-dire le caractère invasif, on peut le retrouver au milieu, même si en scanner, on n'a pas d'image dense. Celle-là m'a posé problème, cette petite image, parce qu'il y a une zone un petit peu dense au milieu, et ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, tiens, peut-être. Mais c'était bien un adénocarcinome, ça avait déjà franchi, bien évidemment, la membrane basale, et c'était adénocarcinome. Donc, OK, adénocarcinome. Le lavage n'avait pas été négatif. La ponction, il y avait un foyer d'hyperplasie adénomateuse atypique. Et la biopsie pulmonaire chirurgicale a confirmé. Elle va très bien. Donc, ça, c'était il y a maintenant 6 ou 7 ans. Moi, je l'ai revue, je crois, il y a un mois. Et elle va très, très bien. Elle est considérée comme guérie à l'heure actuelle. Donc, oui, Gérard, j'avais une question là. Ouais. Elle a eu une ponction transpariétale qui a montré simplement de l'hyperplasie. Et malgré tout, vous êtes allé jusqu'à la chirurgie. Oui, oui. Parce que pour nous, on s'est dit, si dans la ponction, il y a une zone d'hyperplasie, peut-être à côté, il y a des foyers plus agressifs, qu'ils soient in situ ou qu'ils soient déjà invasifs. Et tu sais comme moi qu'on voit parfois des patients qui ont plusieurs zones d'hyperplasie adénomateuse atypique, multiples, et ça c'est un énorme problème que l'on rencontre, hein. Des gens qui dans les lobes supérieurs ont 3, 4 foyers, on en a fait ponctionner ou enlever un, hyperplasie adénomateuse, et puis on ne sait pas très bien quoi faire de ces gens-là. On a un peu le cul entre deux chaises, et donc on l'a fait enlever. Celui-là me paraissait un peu plus suspect. Moi, voilà, celui-là, je n'étais pas tranquille. Le reste, dans mon esprit, je pensais que celui-là était de l'in situ, était un KBA, tu vois, mais finalement, c'était un vrai adénocarcinome. Un vrai adénocarcinome. Donc, le vrai adénocarcinome, parfois, il n'est pas forcément nodule mixte ou nodule solide. Pour compléter, on va faire le cas 3B, puisqu'on est toujours dans le 3. C'est une patiente très âgée qui a eu, il y a très longtemps, une mastectomie suivie d'une radiothérapie. Elle a été vue pour une altération de l'état général. Et là, c'est autre chose que du verre dépoli. Nous sommes bien d'accord. On a une masse du sommet pulmonaire gauche, une masse qui paraît d'ailleurs probablement polylobée. On ne voit pas d'atteinte costale bien précise vu la grosseur de la lésion. Il y a un petit comblement du cul-de-sac costodiaphragmatique gauche, mais elle n'a pas beaucoup gonflé, elle est fatiguée. Et nous nous retrouvons avec une volumineuse masse qui est à la fois parenchymateuse et pariétale. On la retrouve, on voit bien qu'il n'y a plus d'arc costaux, tout a été lisé et on la retrouve dans la paroi thoracique. On voit bien qu'elle est tout à fait inhomogène, hein. Il y a probablement des zones de nécrose au centre.
masse très, très évoluée, bien évidemment, pour laquelle les ressources thérapeutiques ont été très, très faibles. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? On est bien d'accord, fibroscopie, ponction transthoracique. La ponction transthoracique est excessivement simple puisque la masse arrive sous la peau et en franchissant de 2 cm, on ne risque pas de faire un pneumothorax. Tout est collé, bien évidemment. Le poumon ne se décollera pas. Et on a eu le diagnostic de cancer, le diagnostic de cancer épidermoïde. Alors, quel est notre diagnostic? C'est un cancer radio-induit. Oui. Alors, pourquoi? Parce que c'est d'abord un épidermoïde, essentiellement épidermoïde ou sarcome. Ça ont été les cancers radio-induits. Deuxièmement, on a les critères de Caen, c'est-à-dire une radiothérapie externe, une latence supérieure à 5 ans, une histologie qui est différente de la lésion mammaire, bien évidemment, et puis c'est dans le champ d'irradiation. Il faut savoir que le risque est important chez les patientes mastectomisées, mais actuellement, on en voit quand même beaucoup moins de patientes mastectomisées qu'à l'époque. Voilà. Et le risque n'est presque pas majoré dans le groupe avec conservation. Donc, c'était pour dire, voilà une autre forme de cancer dans le champ d'irradiation. C'est un dossier qui a quelques années, mais qu'actuellement, on n'en voit plus. On n'en voit plus. Juste une image d'un sarcome pariétal qui était un extrapleural, sarcome de la paroi, dû à une radiothérapie externe. On va finir avec le cas 3C. Toujours pareil, donc ça, c'est un peu le bizarroïde. C'est celui-ci que vous connaissez bien. Donc, femme de 70 ans, cancer du sein gauche traité par chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, terminée en décembre 2014. Quelques mois après, elle développe une toux sèche, une dyspnée relativement invalidante et une douleur thoracique. À l'examen, il y a quelques crépitants dans le creux susclaviculaire et en avant sur le thorax, et on a une CPT à moins 25%. Syndrome inflammatoire modéré, forme numération normale, et voici son scanner. Toujours pareil, on a du verre dépoli, mais pas que. Donc, comme vous le voyez, dans le sommet, on a une condensation qui paraît dirigée en antéro-postérieur. Donc ça nous va bien avec une pneumonie radique, bien évidemment. Même si ça fait 5 mois, avec un bronchogramme aérique et des bronches peut-être un petit peu dilatées. Et puis, on a du verre dépoli que l'on retrouve. Nous sommes en regard de la crosse, donc dans le culmen. On a du verre dépoli sous-pleural. On a du verre dépoli plus interne, péri-bronchovasculaire. Et on a même du verre dépoli en périphérie du segment de fouleur gauche, puisque nous avons la scissure, nous avons passé déjà la bronche principale, on est dans le segment de fouleur gauche. Donc, on a une lésion qui nous oriente vers une pneumopathie dans un champ d'irradiation, et puis là, on a des zones en verre dépoli en dehors du champ d'irradiation, puisque l'irradiation est très antérieure et n'est pas postéro-latérale, voire même entièrement postérieure. On est bien d'accord. Donc, la patiente est améliorée sous corticothérapie.
le scanner, la biologie. Et puis, on arrive à une dose minimale, on attend un peu, puis on baisse. Et lorsqu'on arrive à 5 mg, reprise de la toux chez cette patiente. Et voici son scanner qui va donc retrouver ce que nous avions initialement, avec probablement bronchectasie un peu plus marquée, un rail antéro-postérieur. Nous sommes sûrs que c'est une vraie fibrose. Et puis, vous vous souvenez, nous étions dans le culmen, et puis là, nous ne sommes plus dans le culmen. On a les deux bronches principales, on est dans la lingula. On a une lésion qui est donc lingulaire. La lésion qui était culminale est dans le segment supérieur du lobe inférieur, a changé de place et devient purement dans la lingula. Le diagnostic est donc pour vous évident. C'est quelque chose qui a migré, qui a régressé sous corticothérapie, mais comme on l'a baissé un peu vite, a fait un rebond. Le diagnostic est donc relativement aisé, bien sûr, et on a repris la corticothérapie et on a vu apparaître cette image très caractéristique. C'est une image en atoll avec un centre hypodense et un épaississement, une zone dense plutôt en périphérie. Notre atoll, c'est des images très caractéristiques. Au début, on pensait très caractéristiques. On voit bien que dans le sommet, on est au stade d'un processus qui est probablement séquelaire fibrosant. Et donc, on a le diagnostic d'une pneumonie organisée. Et dans cette patiente, a développé une atteinte post-radique et une pneumonie organisée post-radique en même temps. J'avoue que je n'en ai vu qu'un cas, parce que j'ai vu soit une pneumonie radique classique, parfois une fibrose post-radique, soit une pneumonie organisée radique, mais les deux en même temps, moi personnellement, je n'en avais jamais vu. Je ne sais pas dans ton expérience, Étienne, si tu en as eu beaucoup. Non, mais cette pneumonie organisée survient très tardivement, non? J'ai du mal à… Oui, ça peut survenir quelques mois après. Ça n'est pas forcément une longue période entre la radiothérapie et l'apparition des symptômes. Non, Là, mais là, c'est arrivé il y avait combien de temps? 5 mois. Ah, 5 mois, je croyais que c'était beaucoup plus que ça. Non, 5 mois entre les deux. D'accord. Bien, l'image classique. Alors, pour dire pour nos confrères pneumologues, c'est que l'image en atoll, on sait maintenant qu'elle n'est absolument pas spécifique. On peut la retrouver dans des pathologies infectieuses, notamment au stade de la résorption, dans des pathologies néoplasiques, dans des maladies comme la sarcoïdose, dans la post-infarctus pulmonaire, etc., post-radioablation, bien évidemment. Au début, on pensait, lorsqu'on a trouvé ce signe il y a quelques années, que c'était spécifique à la pneumonie organisée. Et puis, on a changé notre fusil d'épaule. Ça n'est pas spécifique. Mais dans le contexte de cette patiente qui avait des images qui avaient migré de territoire, il n'y a pas de doute à avoir, c'était la pneumonie organisée. Pour en finir avec ces cas, je voulais vous parler de ce qu'on appelle la recall pneumonitis, qui doit être connu des pneumologues parce que c'est tout nouveau et puis parce qu'on le sait maintenant, le vaccin anti-Covid peut être à l'origine, d'une telle atteinte. C'est quoi? C'est une réaction inflammatoire qui apparaît dans une région préalablement irradiée, lorsque l'on a été exposé à un agent déclencheur. L'agent déclencheur, c'est une chimiothérapie. Ça peut être une thérapie ciblée.
ça peut être un immunomodulateur et quelques cas ont été décrits, mais c'est pour l'instant, ce sont des case reports. Mais en tout cas, je pense qu'on a intérêt à le savoir parce que ça peut arriver, vu l'importance de la fréquence de la vaccination, après le vaccin anti-Covid. Ça touche le poumon, mais aussi la peau, le système intestinal, le système nerveux et les muscles. Voilà, ça c'est tiré de la littérature. Cette patiente qui avait eu une irradiation pour une lésion parotidienne, elle fait le vaccin anti-Covid et elle déclenche une énorme réaction inflammatoire dans la région qui avait été irradiée. On ne sait pas bien évidemment d'où ça vient, hein. On peut, voilà. Alors, le délai, c'est très variable, de 2 jours à 15 ans après la radiothérapie, dont on ne sait pas, parfois plusieurs mois après l'agent causal, 42 jours même dans un cas. Très bien, donc vous voyez la zone irradiée, apparaît la pneumopathie dans le territoire et voilà, après ça va régresser, bien évidemment. Et on voit bien que c'est dans la zone d'irradiation maximale. La fréquence, on ne sait pas, on ne sait absolument pas, c'est imprévisible. Pour finir, je voudrais, après ça, je vous montrerai un cas que j'ai eu récemment. Le pattern, c'est soit une condensation alvéolaire, donc une pneumopathie, soit une lésion en verre dépoli, dont on imagine bien la difficulté chez un patient immunodéprimé qui présente du verre dépoli, ce que ça peut être, bien évidemment, soit un nodule, là aussi, grande difficulté, on voit arriver ça a toute la tête d'un possible cancer, soit, bien évidemment, une masse. Mais on voit bien qu'il y a au contact des lésions d'emphysème et toutes les lésions nodulaires au contact de lésions d'emphysème auront un aspect très particulier et souvent les critères, on perd le distinguo entre les critères de bénignité et les critères de malignité au contact de lésions d'emphysème. Alors, bien évidemment, un diagnostic différentiel, une infection, une récidive, bien sûr, et le traitement, on arrête la cause et on donne des corticostéroïdes. Voilà un cas que j'ai vu récemment. C'est une patiente, cancer du sein, toujours pareil. Vous voyez l'irradiation dans le territoire. Et puis là, elle est en rechute et elle fait une chimiothérapie par du Kisqali, du Faslodex. Et en fin d'année, en décembre, elle a le vaccin anti-Covid. En janvier, elle fait un épisode aigu, un peu bizarre, avec de la fièvre pendant 24 heures, un bronchospasme, une toux, et sa fille qui est médecin, mais qui n'habite pas, lui dit: tu n'as pas un peu de cortisone à la maison, avec quelques antibiotiques qui traînent, et elle lui donne ça, et dans l'espace de la nuit, puisqu'elle l'a appelé le soir à 19h, le lendemain matin, cette patiente qui est assez âgée, qui a 78 ans, si mes souvenirs sont exacts, tout disparaît. Tout disparaît. Très bien. Et je la vois, moi, je la vois quelque temps après, je la vois fin janvier. Je dis à sa fille, toujours pareil, elle me téléphone comme je la connais, qu'est-ce que je lui fais? Je lui fais un scanner et puis je la vois avec ces images. Bilan biologique, un petit syndrome inflammatoire isolé. Il n'y a jamais eu d'argument pour la moindre infection, pas d'argument pour une maladie thromboembolique, rien du tout. Et en regard de la zone irradiée, des zones alvéolaires typiques en regard. Je lui dis: écoute, voilà, ça peut être. Alors, elle avait été étiquetée récidive de lésions néoplasiques. Donc, je lui dis: écoute, mets-la sous corticothérapie et puis on va voir. Et je la revois 3 semaines après et tout a quasiment régressé.
Est-ce que c'est ça? Le seul problème, c'est est-ce que c'est le vaccin? J'en sais rien. Est-ce que c'est la chimiothérapie qui est en cours? Je n'en sais rien. Je pense que lorsque je vais arrêter, là, j'ai commencé la décroissance, la corticothérapie. Si quand je décroît, ça repart, c'est probablement la chimiothérapie qui est en cause. Probablement. Voilà, c'est un cas récent. Vous vous souvenez qu'on avait vu, cette patiente est arrivée sur le compte rendu lésion en verre dépoli, possible Covid. Donc, c'était une erreur, c'est une redistribution positionnelle. Juste un mot pour nous, pneumologues, se souvenir que cette image qui ressemble à du Covid, bien évidemment, eh bien, c'est de la gravitodépendance typique. Cette image, tout ça doit être bien connu parce que quand on interprète les scanners, si vous interprétez un scanner comme le deuxième, là, on peut lui faire dire ce qu'on veut. On trouve un gros cœur, on peut trouver un poumon cardiaque. Donc, méfions-nous. Ça, c'est à l'évidence, vu l'aspect des bronches principales, c'est un poumon en expiration. Ça, c'est une image qui est bien connue. Ça n'est pas une fibrose pulmonaire débutante. Celle-là, elle doit être bien connue parce que j'ai vu plusieurs cas qui étaient suivis par des scanners pour ça. Non, c'est au contact de bec ostéophytique, le parenchyme pulmonaire se tasse et se fibrose un peu. Et si on se met en frontal, on voit tout à fait l'image verticalisée. Et puis, enfin, ça, c'est un patient obèse à qui on peut trouver un poumon en verre dépoli. On voit bien, les obèses, on a souvent des petits troubles de ventilation. Est-ce qu'il a une hyperréactivité bronchique? Est-ce qu'il a un trouble obstructif? Je n'en sais rien, mais on a souvent ça. Donc, souvenons-nous, nous pneumologues, que dans l'interprétation du scanner, on doit être capable de dire, voilà, c'est un artefact, le scanner est mal fait, etc. Tout ça, c'est fondamental. Voilà un exemple, hein, une redistribution. En période de Covid, vous voyez arriver quelqu'un comme ça, on dit c'est du Covid. Hein. Et puis finalement, si on le met en procubitus, ça disparaît. Par contre, une NSIP typique, eh bien, on la met en procubitus, ça persiste. Alors, pour avancer, on a, je pense, le temps. On est tranquille, Étienne? Oui, on peut encore un cas si tu veux bien, oui. Un cas. Alors, attends. Est-ce que je peux aller plus loin, si tu Oui, permets? bien sûr. Celui-là, on pourra le faire une prochaine fois. OK. Je voudrais vous montrer ce cas qu'on a vu récemment, qui est un peu tout à fait exceptionnel. C'est un jeune adolescent de 16 ans. Son seul antécédent, on lui a trouvé un germe, enfin pas un germe, non, un gène, pardon, sur de la drépanocytose. Il est hétérozygote, donc en tant qu'hétérozygote, il n'exprime pas sa maladie. C'est un jeune qui est sportif, qui ne fume pas, qui ne fait rien. Et puis, le 18 novembre, il se fait une torsion testiculaire. Donc, il est opéré sous anesthésie générale, avec une intubation. Et puis, comme m'ont appris les anesthésistes, ils font des cocktails de plusieurs drogues. Alors, il y a du paracétamol, il y a un anti-inflammatoire, il y a un antalgique, il y a divers types de corticoïdes, il y a plusieurs types d'anesthésie qu'ils utilisent. Le sévorane, c'est un gaz halogéné. Donc, ils utilisent plusieurs éléments. En post-op immédiat, alors qu'il est en salle de réveil, ce jeune commence à désaturer à tel point qu'il requiert 5 litres d'oxygène. Mais la désaturation était bien tolérée, un peu comme l'hypoxie heureuse de nos Covid, parfaitement bien.
il a des crépitants. Sur le cliché, il a des opacités alvéolaires multiples. Et voilà son scanner. Je vous montre d'autres coupes. Voilà. Donc, vous avez vu, il y a du verre dépoli diffus, bien évidemment, bilatéral. Il est de topographie, comme on dit, patchy, c'est-à-dire à l'emporte-pièce, n'importe où, un peu plus condensé, bien sûr, dans ce territoire. On le voit, on le retrouve dans le lobe moyen. Il y a peut-être un début de réticulation dans les lobules secondaires, peut-être. Voilà. Quelles sont vos hypothèses? Il peut y en avoir plusieurs, là, dans le cas présent. On éliminera d'abord la drépanocytose, puisqu'il est hétérozygote, donc a priori, il n'a pas de symptômes il ne peut pas déclencher les symptômes de la maladie. C'est le propre des hétérozygotes. Il a été intubé. La question, est-ce qu'il a pu avoir une hémorragie? L'intubation a fait une blessure trachéale et la plaie trachéale a été éliminée par une endoscopie. Est-ce qu'il a eu un barotraumatisme? A priori, non, parce que les paramètres ventilatoires étaient très bien adaptés. C'est une anesthésie facile, un jeune 16 ans sans antécédent, et il n'y avait pas de problème particulier. Troubles de coagulation, vascularite, connectivite, la biologie qui avait été faite en pré-op, il n'y avait rien, et en post-opératoire, tout le reste a été éliminé. Ça ne peut pas être donc une granulomatose avec polyangéite, etc. Enfin, le Wegener, toutes ces choses-là ont été éliminées. Toxique, il ne prenait aucune drogue, il n'y a pas de drogue, il n'y a rien, tout a été éliminé. Est-ce qu'il a pu faire un OAP à pression négative? En fait, l'extubation s'est passée parfaitement bien. Il n'a pas eu le moindre mouvement de lutte, aucun mouvement de lutte, et donc il n'a pas eu d'inspiration, de difficulté inspiratoire, comme on le voit dans les laryngospasmes, donc il n'avait rien. Et poumon de drépanocytose, non. Il nous reste une hypothèse. C'est une espèce de rareté, hein, bien sûr. Mais... Alors, sous corticothérapie, ben, les hémoptysies en 24 heures ont disparu. L'hématose s'est très rapidement normalisée. Le cliché s'est bien amélioré. On voit bien qu'il existe là un petit peu une zone un petit peu plus dense, mais ça s'est bien amélioré. Je vous donne le diagnostic parce que je vous le présente, c'est une histoire de chasse, mais voilà, on sait maintenant que ça existe. C'est les hémorragies alvéolaires au sévoflurane. Alors, j'ai demandé aux anesthésistes, mais est-ce que ce gaz halogéné est utilisé très souvent, très souvent, très souvent utilisé. Donc, c'est utilisé pour l'induction à la maintenance de l'anesthésie. Il n'y a pas de facteur prédisposant. Alors, on sait, en gros, on ne sait rien de son origine. Est-ce que c'est la pression du gaz qui a endommagerait la barrière alvéolo-capillaire? Point d'interrogation. Est-ce que les lésions, c'est un agent liposoluble, donc il potentialise la cascade arachidonique de la membrane cellulaire. Ça augmenterait un stress oxydatif, entraînant une réaction inflammatoire, et ça augmenterait peut-être la perméabilité alvéolaire.
Bon. Est-ce que c'est une réaction exothermique entre le sévoflurane et les absorbants du dioxyde de carbone là, dans le circuit? Point d'interrogation. Le spasme laryngé, lui, il n'en a jamais eu. Et la réaction immunoallergique, voilà. J'ai fait la biblio et là, on a trouvé 4 cas où voilà, il y a une petite hémorragie alvéolaire par le sévoflurane. Bon. Souvent, on trouve un œdème à pression négative, voilà, induce alvéolaire chez un patient jeune, etc. Donc, je voulais juste vous le montrer parce que c'est un cas très rare. Hein. C'est spécifique du sévoflurane ou c'est… Oui, tout à fait. Ma question est plus générale. Comment êtes-vous arrivé à soupçonner le sévoflurane à l'origine de cette hémorragie? Alors, parce que dans les agents, on a regardé dans les agents anesthésiques. Et en tombant sur le sévoflurane, on est tombé sur ces observations d'hémorragie alvéolaire qui étaient induites par ce gaz-là. Et c'est, alors peut-être qu'on se trompe, hein, peut-être que, mais ça ressemble tout à fait à ça. Et l'imagerie des cas que l'on a sur ces papiers-là, elle est très ressemblante à la nôtre. Donc, je voulais vous le montrer parce que, voilà, il faut savoir que si on a un sujet jeune qui fait une hémorragie immédiatement en post-op, s'il a été intubé, bien évidemment, il faut chercher la plaie de la trachée, bien sûr, mais bon, ça, c'est pas fréquent quand même. Regardez après les autres causes toxiques, granulomatose, le barotraumatisme, et puis voir s'il a eu du sévoflurane, et c'est un diagnostic un peu d'élimination, bien évidemment. Oui, mais il n'y a pas, par ailleurs, étant donné la chronologie de tout ça, il n'y a pas énormément d'autres causes possibles. Totalement, Voilà, bien évidemment, quand même. bien sûr. Voilà, moi, quelle heure il est? 4h30. Oui, ben, très bien. Un grand merci, Gérard. Écoute, je t'en prie. Alors, si oui, tu vas le mettre, voilà, tel quel, Oui. ça va. Comme ça, on ne déflore pas si un jour on fait d'autres sujets. Voilà, il y aura uniquement l'enregistrement. Voilà, il y aura l'enregistrement, cet enregistrement. Tout à fait. Je te donnerai la référence de l'enregistrement. Yves. Ouais, d'accord. Oui, bien écoutez, merci beaucoup à notre ami Gérard pour cette conférence. J'avoue très, très humblement que j'ai compris certaines choses, mais à ton dernier cas, avant même que tu le dises, j'y avais pensé, ça ne pouvait pas dépendre de la drépanocytose parce qu'il était hétérozygote. Ça, j'y avais pensé. Pour le reste, j'avoue que mes connaissances étaient beaucoup trop limitées. Bien, écoutez, merci énormément. Avant de clôturer cette séance, j'aimerais vous faire un petit peu la publicité pour les quelques conférences à venir. Donc, pour ceux qui sont intéressés, surtout nos amis du continent africain, le 30 mars, nous aurons, en collaboration avec la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie, une conférence qui va traiter de la contraception chez l'adolescente. Suivra le 31 mars avec notre ami Vincent Junio, pneumologue de Amiens, une conférence actualité. Il va être aussi avec un collègue dont j'oublie le nom. Le titre sera le concept de l'AVDS et la ventilation mécanique. Le 7 avril, un sujet tout à fait nouveau et extrêmement intéressant avec Madame Hélène Salvador qui va nous traiter des biais de sexe lors des examens de médecine. Et donc, pour tous ceux qui, surtout peut-être plus les dirigeants, ceux qui préparons, qui surveillons les examens de médecine, semble-t-il qu'il y a des biais de sexe auxquels il faut faire attention. Et donc, cette dame va nous en faire état. Suivra le 14 avril une conférence COVID par le doyen
de la Faculté de médecine de l'Université Laval à Québec, qui va nous parler de s'adapter en situation de pandémie, réflexion stratégique d'une faculté. Donc, c'est le doyen Julien Poitras de la Faculté de médecine de Québec, Université Laval, Ville de Québec. Et on va, le 28 avril, donc dans un petit peu plus qu'un mois, ça va clore un petit peu aussi notre saison COVID visioconférence avec, non pas le moindre, ce cher ami, M. Jean-François Lemoine, qui est un médecin et journaliste, qui va nous faire un résumé de la COVID, faits et conclusions. Il va différencier, communiquer et informer. Et donc, je vous invite à ces conférences. Vous allez recevoir les liens de toute façon, fidèles à notre habitude. Les liens vont être envoyés au fur et à mesure que le calendrier avance. Ben, écoutez, Étienne, est-ce que tu veux dire un petit mot ou sinon… Non, c'est très bien. Un grand merci, okay. Gérard. OK, donc je vous rappelle à tous que la conférence du Dr Durand va être déposée sur le site, sur notre chaîne YouTube. Et donc, sur ces quelques mots, je vous dis à très bientôt, mes amis. Au revoir, les amis. Au revoir. Au revoir.